Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque année aux Journées de l'économie. C'est toujours un plaisir en tant que journaliste économique et dirigeant de médias, Lyon Décideur en l'occurrence, depuis bientôt 5 ans maintenant, que de participer aux Journées de l'économie. Cet événement est en effet unique en son genre, en essayant de mieux faire comprendre l'économie à tout un chacun et en faisant participer au débat qui concerne tous les citoyens, aussi bien des entrepreneurs que des élus, des économistes et des experts, comme vient de le rappeler dans cette vidéo Emeline Baume. Et c'est le cas tout de suite avec cette table ronde qui va s'intéresser au cas comparé de deux villes historiquement dotées d'une base industrielle forte, très forte, qui sont confrontées l'une et l'autre aux enjeux de la réindustrialisation à l'heure de la transition écologique et de la reconquête de notre souveraineté industrielle. Manchester-Lyon. Quelle réindustrialisation? C'est le thème de nos débats pour les 90 minutes qui viennent. À mes côtés pour en parler, Emeline Baume, bonjour. Première vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'économie, de l'emploi, du numérique et de la commande publique, c'est bien ça? Oui, bonjour. Merci. Nous sommes très heureux d'accueillir aussi, bien sûr, Bev Craig, maire de Manchester, et c'est un grand honneur que de vous avoir dans cette table ronde. Nice to meet you. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Nadine Levrato, économiste et directrice de recherche au CNRS, qui a coordonné cette table ronde. Bonjour, madame. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et puis, bien sûr, le témoignage très important de deux industriels. Florent Monnier, président de Therminion. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être avec nous. Premier groupe français dans le traitement thermique et les dépôts sous vide sur des pièces métalliques, avec pas moins d'une dizaine de sites de production, 9 très précisément, 160 collaborateurs. Et puis vous êtes passionné par l'industrie française, mais vous aurez l'occasion de nous l'expliquer. Et puis à vos côtés, Damien Parisien, directeur général exécutif de Benta Lyon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous, anciennement Famar Lyon, entreprise pharmaceutique française ayant un rôle de façonnier. Nous aurons 2 temps d'échange dans cette table ronde. Le premier aura pour objectif de mettre en évidence le sens à donner à la démarche de réindustrialisation dans les métropoles, en explicitant le sujet grâce au cas donc de Lyon et de Manchester. Comment aller de l'avant, transformer un territoire dense et relever les défis globaux grâce à une politique industrielle territorialisée. Le deuxième temps nous permettra de voir quels dispositifs d'action publique sont mis en place, avec quelle implication des acteurs, comment s'assurer de la coopération des entreprises et des autres parties prenantes du territoire. Et puis bien sûr, nous écouterons alors le point de vue des entreprises et nous verrons comment elles-mêmes s'adaptent. Mais tout de suite, pour commencer, je vous propose l'intervention de Nadine Levrato pour, on va dire, cadrer tout ça. Donc, je le rappelle, économiste et directrice de recherche au CNRS. Bonjour, un grand merci pour cette invitation à contribuer à cette table ronde sur un sujet qui est presque inépuisable. Donc, pourquoi s'appuyer sur l'industrie pour faire bifurquer des territoires? Bien, la première raison, c'est que malgré l'idée reçue que l'on a encore trop souvent, environ de la moitié des emplois industriels sont situés en zone urbaine, plus précisément dans des zones d'emploi métropolitaines ou les grandes villes. Donc, l'industrie n'est pas un phénomène rural ou un phénomène de régions dispersées, comme disent les géographes. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans des territoires denses. Si l'on regarde d'un petit peu plus près ce qui se passe sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a 18 territoires d'industrie. Donc, je rappelle en 2 mots, les territoires d'industrie, c'est un dispositif d'action publique qui vise à développer ou à reconvertir des territoires autour de projets industriels portés par un élu et par un entrepreneur local. Sur ces 18 territoires d'industrie qui sont en moyenne plus industriels que ceux que l'on trouve en général en France, eh bien, ceux qui sont sous l'influence de métropoles ou de grandes villes, donc Vienne, Tour du Pin-Grésivaudan, Oyonnax, Rumilly, Vallée du Gier, ont tendance à être plus dynamiques que les autres, qui sont situés donc hors de l'influence de ces grandes villes, ce qui atteste aussi de l'importance de la densité comme moteur
de l'industrie. Alors, au-delà de ces spécificités locales, ce que l'on voit, c'est que, en tendance, hein, c'est maintenant très connu, très documenté, on a traversé un contexte de recul généralisé et marqué de l'industrie, en France plus qu'ailleurs, hein, il est aussi important de le rappeler. Et évidemment, pendant 35 années sur ces 40 ans de recul, cette désindustrialisation a été subie, voire accompagnée par les politiques publiques, puisque l'industrie, c'était un peu le monde du passé et que la modernité, c'était le tertiaire, les services. Je ne vais pas rappeler, parce qu'elle est très connue quand même, la phrase de Serge Tchuruk, à l'époque où il était PDG d'Alcatel, qui rêvait d'une France sans usine et d'usines sans salariés. Donc c'était un petit peu soit une fatalité, soit un désir de tertiarisation. Des crises sont passées par là, celle de 2008-2009 d'abord, celle du Covid ensuite, qui ont vraiment frappé les esprits et qui ont favorisé un changement de discours sur l'industrie et qui ont remis sur le devant de la scène les politiques industrielles, les politiques publiques en faveur d'une reprise ou d'une souveraineté industrielle. Et surprise ou malheureusement, par quoi ces politiques se sont-elles traduites? Bien finalement par des routines en termes d'intervention publique pour l'essentiel, dans le sens où les pouvoirs publics, notamment le niveau étatique, ont utilisé les mêmes outils que ceux qui étaient en vigueur alors que l'industrie reculait. C'est-à-dire que pour reconquérir l'industrie, on a attribué des aides aux entreprises et surtout des exonérations fiscales, sociales, qui visaient à favoriser une forme de compétitivité prix pour laisser les entreprises trouver de nouveaux marchés ou de nouveaux segments de marché. Alors ces politiques, on les connaît bien, elles sont évaluées régulièrement et en tendance, les études tentent à montrer qu'elles sont très coûteuses, alors que ce soit des études académiques ou des rapports de la Cour des comptes notamment, montrent que ces politiques sont très coûteuses et que finalement leur succès n'est pas à la hauteur des espérances. Ce qui a amené à voir les choses autrement pour plusieurs raisons. D'abord, la réforme de la fiscalité locale. Si je prends le cas français, qui fait que les collectivités locales, les territoires, ont moins de ressources puisque la taxe d'habitation a disparu, la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises est en voie de disparition. Hein. Il y a eu des aménagements à sa suppression, mais pour l'ensemble de ces raisons, l'intérêt à accueillir de l'industrie dans certains territoires peut diminuer, puisque le principal contributeur aujourd'hui, il faut le savoir, c'est l'État, le principal contributeur au budget des collectivités locales. Et après, ce sont les ménages. Les entreprises qui bénéficient de beaucoup de services publics, de beaucoup d'aménités territoriales, sont devenues les moins contributrices. Bon, les moins contributrices sont les administrations, mais c'est différent. Et d'un autre côté, on a des tensions aussi qui sont exacerbées par le principe de zéro artificialisation nette des sols, qui amène les élus locaux à chercher à arbitrer entre plus de résidentiel ou plus d'industriel. Et on sait qu'il est important de maintenir ce principe de ZAN, même si des coups de canif sont donnés dans ce programme, parce qu'on l'a vu à Valence, la pétrification des sols, l'imperméabilisation des sols fait partie des raisons qui expliquent l'accentuation des catastrophes anthropiques. Et donc, il y a une nécessité
prendre en compte cet impératif. Donc, comment faire dans un contexte de raréfaction des ressources publiques? La dotation générale de l'État diminue, les recettes fiscales diminuent et les exigences écologiques augmentent. Comment va-t-on faire pour relancer l'industrie, ce qui semble aujourd'hui réunir beaucoup de monde? Et cette relance de l'industrie est d'autant plus importante que l'industrie est un bon vecteur de bifurcation des territoires. Première raison, l'industrie locale permet de réduire les transports qui sont obligatoires lorsqu'on a des chaînes globales de valeur, et qui dit réduction des transports dit réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc c'est un objectif de politique générale. Deuxième raison, conserver ou développer une industrie locale, c'est favoriser des formes d'organisation qui sont vertueuses, puisque on va pouvoir promouvoir les circuits courts, contribuer au développement d'une économie circulaire, ce qui apporte un double dividende. C'est bon pour l'économie, puisqu'on crée des emplois et des activités locales, et c'est bon pour l'écologie. Et enfin, le fait d'avoir une industrie locale permet aussi de mieux contrôler la qualité des entrants, hein, de mieux s'assurer que le travail qui est réalisé est du travail décent, comme on dit à l'OIT, que les ressources naturelles également sont plus propres ou plus contrôlées que celles qui peuvent provenir de l'étranger. Donc pour ces trois raisons principales, mais on pourrait bien sûr en trouver d'autres, maintenir et favoriser les écosystèmes industriels locaux, c'est vraiment un objectif crucial pour des raisons globales et pour des raisons locales. Alors, ces politiques nationales dont je parlais tout à l'heure, ces politiques un peu à l'emporte-pièce, hein, avec ces exonérations qui sont, j'aime bien dire cette expression, le couteau suisse de l'intervention publique, eh bien, peuvent être complétées, voire remplacées par des politiques qui sont mises en œuvre au niveau local. On y reviendra après, hein, sur ces fameuses place-based policies, parce que il y a une efficacité qui est très intéressante. Alors en France, l'initiative Territoire d'industrie à laquelle je faisais référence en début d'intervention est typique de l'intérêt de ce type de démarche. Quand on regarde le succès de plus de la moitié des territoires d'industrie, qui représentent un coût absolument modique par rapport aux 70 milliards d'exonération de cotisations sociales annuelles, hein, par exemple, montre qu'il y a vraiment un intérêt à travailler à ce niveau-là. Et je crois que les deux exemples retenus vont vraiment illustrer ce principe. Très bien, merci beaucoup Nadine Livrato. On va voir maintenant comment des métropoles donc, à tradition industrielle peuvent s'inscrire dans une démarche de reconquête industrielle. Emeline Baume, peut-être nous préciser ce qu'est la vision industrielle de la métropole de Lyon. Merci. Bonjour à chacune et chacun et merci à Nadine Livrato, comme à chaque GECO, je crois, de venir parler d'industrie, même si on a le sentiment qu'on en a beaucoup parlé au sortir du Covid, comme vous l'avez dit. En fait, on n'en parle pas tant que ça, pas autant que cela, en tout cas, et merci aux jeunes qui sont là, en tout cas auprès des prescriptrices et prescripteurs, que sont les parents, les enseignants, les formatrices, formateurs, conseillers d'information, d'orientation, etc. Donc le bassin de vie de la métropole de Lyon s'est fait autour de l'industrie. La ville de Lyon, elle s'est enrichie avec le commerce, hein, tout le monde a en tête l'histoire au moins de la soie, mais la soie, comme vous le savez sans doute, s'est transformée en industrie chimique, et qui dit industrie en général dit diversité d'activités autour pour les soutenir. Il faut des machines, il faut des compétences, de l'expertise, il faut du digital, il faut de la médecine préventive,
préventive, mais il faut aussi des utilités, comme l'a dit Nadine Levrato, c'est-à-dire que, en tout cas, elle l'a laissé sous-entendre, quand on parle de l'influence des territoires urbains, c'est aussi parce qu'il y a des infrastructures ferroviaires, fluviales, routières, et puis à l'intérieur des bassins de vie, des transports en commun avec des tarifications adaptées, mais il y a aussi une capacité de logement et d'accompagnement dans le logement, etc. C'est tout ça réuni qui fait en fait la pluralité, le maintien et la croissance, et j'insiste sur ce mot-là, et la croissance des activités productives, puisque c'est ce que l'équipe de Bruno Bernard porte depuis juillet 2020. J'insiste parce qu'on est une équipe gauche écolo et on ne s'attendait pas nécessairement à ce qu'une équipe gauche écolo dise bah tiens, on prend des responsabilités dans un territoire industrieux, c'est dans l'ADN des Lyonnaises et des Lyonnais, des grands Lyonnaises et grands Lyonnais. Tout le monde a quelqu'un dans sa famille qui a bossé chez Berlier, Renault Truck ou à la Rodia. Certains ont bien en tête le chômage de masse. Et notre responsabilité avec Bruno Bernard, ça a été d'abord d'affirmer cette priorité aux activités productives pour, comme l'a dit Nadine, accompagner la transformation du territoire en ayant pleinement conscience que, en gros, un emploi productif, c'est 3 emplois derrière, à la louche. Alors peut-être qu'il y a des données récentes qui disent que c'est un peu moins, mais en gros, c'est ça. C'est deuxièmement, mais Nadine l'a développé, c'est prendre conscience aussi de l'impact carbone de notre production et de notre consommation et essayer de réduire un maximum les distances entre producteurs, assembleurs, consommateurs, en ayant en tête, et Nadine l'a laissé sous-entendre, qu'on a la chance d'être un territoire qui s'inscrit dans une aire urbaine avec Saint-Étienne Métropole, avec qui on a des accords de coopération sur des sujets industriels, Florent le dira peut-être, sur la question de la médiation industrielle, mais aussi sur la question de l'aide à l'amorçage industriel, avec un fonds qui est inédit en France. On a aussi Roanne, avec encore un bassin de vie de textileux, avec qui, avec un jeu de mots, on tisse des alliances pour pouvoir éviter d'exporter nos déchets textiles. Et je pense que c'est important pour les habitantes et habitants, et je conclurai là-dessus, de ne pas voir que l'emploi dans la dynamique productive et industrielle, dans l'intérêt qu'on a à mettre, à mobiliser de l'argent public et du temps homme, temps femme pour le productif. Il y a certes l'emploi, mais il y a aussi le sens que ça redonne à chacune et à chacun de ce qu'est l'économie réelle. On a eu tendance, Nadine, elle l'a dit très poliment, à se tertiariser. On a eu tendance à se faire croire collectivement, personne n'est particulièrement responsable, que le monde du digital et du numérique allait emporter tout le monde. Mais nous sommes certes des hommes et des femmes de lien, mais nous avons chacune des besoins essentiels. S'alimenter, coup de chance autour de la métropole, il y a beaucoup de terres agricoles. Se vêtir, coup de chance, on a encore des textileux. Se soigner, on en a un représentant ici, mais on a une industrie chimique dans la vallée de la chimie très bien représentée, et des grands comptes et des jeunes entreprises innovantes. On a besoin aussi d'infrastructures, donc de mécanique, de voirie, etc. Et on a la chance d'avoir tout ça, et c'est ça que nous souhaitons développer pour envoyer un signal extrêmement positif dans ce monde si complexe et si turbulent à toutes les générations, parce que c'est ça qui fait territoire aussi, c'est de renvoyer du positif à tout le monde, que chacun trouve sa place dans cette communauté de vie. Très bien, merci beaucoup Emeline Baum. Envoyer du positif à tout le monde. Bev Craig, donc maire de Manchester, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce qu'est la trajectoire justement de Manchester en termes d'industrie? Bonjour à tous. Désolée, mon français n'est pas très bon, donc je parlerai en anglais. It's really good to be here. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Je ne suis pas certaine de savoir combien d'entre vous connaissent la ville de Manchester, Manchester en tant que ville, donc je voulais simplement prendre quelques minutes pour vous parler de Manchester et de la trajectoire que nous avons suivie. Manchester est connue pour de nombreux aspects. Elle est connue pour son histoire de l'industrie, pour la révolution industrielle et plus récemment pour d'autres choses comme le football et bien sûr la musique. Mais lorsque la Grande-Bretagne a commencé son processus d'industrialisation et que l'économie a commencé à ralentir, des villes comme la mienne ont commencé à lutter avec la transition sur ce qui allait suivre. Des villes comme Manchester ont été laissées de côté et il n'y a pas eu de véritable adaptation dans les années 60-70 pour réfléchir à quoi allait ressembler une nouvelle économie pour une ville comme Manchester. Et donc, soudainement,
Une ville voyait son succès mourir. C'était une ville qui avait joué un grand rôle, notamment pour donner le droit de vote aux femmes et pour l'économie, pour tout un tas de choses, et qui a commencé à devenir une ville de chômage massif, une ville privée d'opportunités économiques. Et dans les années 80, 90, des personnes ont commencé à quitter Manchester. Et donc la trajectoire que nous avons parcourue en tant que ville a été d'essayer de changer cela. Mes prédécesseurs ont essayé de réfléchir à ce que signifierait une nouvelle économie pour l'avenir, avec l'aide d'experts, d'économistes, pour essayer de réfléchir quelle devait être la trajectoire de Manchester vers une nouvelle croissance. Ces dernières 30 années, la croissance de Manchester a été constante, alignée sur la croissance de la Grande-Bretagne. Nos activités, notre productivité ont augmenté, notre contribution dans l'économie en dehors de Londres continue de croître rapidement. Donc nous avons eu beaucoup d'histoires de succès, mais on n'est pas arrivé là par accident. Et le chemin qu'on a suivi, le parcours qu'on a suivi est un parcours que beaucoup de villes connaissent à travers l'Europe et le monde occidental. Lorsque je pense aux ingrédients clés qui sont nécessaires pour une économie réussie et avoir une ville qui a du succès, il faut souvent réfléchir à la connectivité, des bons transports, un bon système de logement, avoir des quartiers agréables dans lesquels vivre et puis comment faire croître les emplois. Donc il y a des domaines dans lesquels nous avons développé de véritables forces ces 10 dernières années, et notamment avec FinTech, les services professionnels et financiers. Nous avons commencé à être créatifs et à fusionner avec le secteur numérique. Nous sommes devenus bons dans l'intelligence artificielle et la cybertechnologie. Donc, lorsque l'on réfléchit à une ville comme Manchester, il y a eu des luttes dans les années 70, 80, 90 qui ont réémergé dans cet espace, mais qui sont devenus des aventures créatives et qui nous ont permis de réfléchir à ce qu'on pouvait à nouveau exporter dans le monde. Et puis, il y a également toute cette question des biotechnologies. Nous avons commencé à capitaliser dans les investissements dans le secteur privé, dans le développement, ainsi que dans la recherche. Et lorsque je réfléchis aux éléments qui ont véritablement défini le plan de Manchester, eh bien, c'est celui d'une ambition économique de long terme. Il y a eu un plan municipal qui a été mis en place dans les années 90. Il a été revu dans les années 2000. Et puis, nous l'avons revu encore en 2009 et encore une fois en 2019-2020 et encore après la pandémie. Et je pense que ce serait facile pour moi de dire, en tant que femme politique, on dit souvent qu'on arrive, on crée notre nouveau plan et on célèbre nos propres succès. Mais en fait, on a fait quelque chose de différent. On a fait quelque chose qui est assez courageux de la part de politiques. On est resté fidèle à notre plan. On a reconnu qu'il y avait des choses qu'on devrait peut-être ajuster pour le renforcer, pour l'améliorer. Et quand il y a eu la crise du logement en Grande-Bretagne, nous avons essayé d'apporter des logements plus abordables. Et puis, il y a eu la crise du climat. Nous avons essayé de rendre nos technologies, nos industries propres et d'atteindre le zéro carbone de façon beaucoup plus rapide. C'est ce que nous aurions dû essayer de faire, mais nous avons décidé de coller à un plan de long terme. On ne peut pas faire développer les sciences de la vie en une nuit. On ne peut pas développer des clusters numériques en une seule nuit. Et en particulier en Grande-Bretagne, on n'est pas très connu pour notre planification et nos investissements de long terme. Donc c'est pour vous dire à quel point nous avons fait quelque chose de différent et ça a été très important. Je pense qu'il y a différents points lesquels j'aimerais évoquer. Tout d'abord, les partenariats avec les entreprises, en particulier dans le secteur public. Quels sont les leviers que l'on peut mobiliser avec nos partenaires commerciaux? Quelles sont les opportunités que l'on souhaite voir et pourquoi en a-t-on besoin? À quel moment est-ce qu'on reconnaît, par exemple, en tant que femme politique, si je dois parler de recherche et d'innovation,
I've got 3 humanities degrees. J'ai 3 diplômes en sciences humaines. Je ne suis pas une industrielle, donc ce n'est pas moi qui vais pouvoir vous faire des leçons sur tel ou tel matériau. Donc il faut que je trouve les personnes les plus pointues qui pourront s'atteler à ce sujet au sein de mon économie. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de mécanismes qui sont importants, mais je pense qu'il faut déjà reconnaître le parcours d'une ville et voir comment on peut traduire des idées en réalité. Et puis le dernier point, c'est que créer la marque d'une ville ou d'une région est importante. Comment est-ce qu'on crée cette marque? Ce n'est pas avec un discours classique en disant simplement à quel point votre ville est merveilleuse. Il faut faire de cette ville un lieu agréable dans lequel on peut vivre. Il faut investir dans des bons transports, dans des bons logements, dans la culture. En particulier après la crise financière et les restrictions des finances publiques en Grande-Bretagne, ça a été un argument très difficile à avancer. Mais la raison pour laquelle nous avons fait ça, il y a eu un lien avec l'ouverture de la Tate Modern dans les années 2000. Nous avons créé des complexes artistiques internationaux. Nous avons vraiment développé la culture au sein de notre ville parce que nous voulions, quand je parle à des investisseurs mondiaux, quand je parle à des entreprises qui veulent se réimplanter en Grande-Bretagne, ils veulent le faire dans un lieu où les personnes ont envie de vivre, où la vie coûte moins cher que dans une capitale. Alors, lié à ce lien de ce qui crée une ville ainsi que son agglomération, c'est la fierté. Et on pourrait dire que lors d'une conférence économique, c'est peut-être un sujet, on pourrait dire, doux. Mais si je dois donner l'exemple d'une grande société, une grande entreprise qui s'est installée à Manchester. Il s'agit justement d'économiseurs d'écran. On a visité justement leur siège. Ils ont dit que leur siège à Manchester était le seul endroit qui nécessitait justement un marquage qui permettait à leur grande marque de s'associer à la ville. Il y a quelque chose qui relie les citoyens par rapport à la fierté d'habiter dans cette ville et qui dépasse le secteur public, qui va sur le secteur privé. La ville de Manchester, avec une population de 600 000, avec une agglomération, le Grand Manchester, c'est 3 millions d'habitants. Si on voit la croissance économique, nous avons connu une croissance en population, nous avons connu une croissance de 100 000 habitants sur 10 ans. Néanmoins, cela montre qu'on ne peut pas accepter que les modèles qui ont fonctionné dans le passé. Nous devons réimaginer à quoi vont ressembler les économies du futur. Je ne peux pas m'arrêter là pour dire ça y est, on a fait ce qu'il fallait faire, car les économies ou l'économie ne va cesser d'évoluer. L'impact de la technologie, de l'intelligence artificielle et des autres progrès vont continuer à changer. Enfin, la réindustrialisation n'est jamais terminée. C'est un travail permanent et qui reflète l'économie et l'industrie, mais il faut avoir à l'esprit l'avenir. Voilà, merci. Merci beaucoup, Madame la maire de Manchester. La réindustrialisation n'est jamais terminée, on l'a bien compris. Je me tourne maintenant vers Florent Monnier. On va prendre votre réaction, je dirais, à deux niveaux. D'abord en tant qu'industriel, patron de Thermillion, et puis par rapport à l'ensemble du secteur de la métallurgie dont vous êtes un éminent représentant. Alors par rapport à Thermillion, justement, comment est-ce qu'une entreprise de la métallurgie comme vous a réagi à cette contraction des activités de fabrication liées au contexte macroéconomique? Et puis, comment est-ce que vous êtes adapté au changement du marché pendant cette période de désindustrialisation, sachant que vous n'avez jamais cessé d'investir? Alors, je crois que les deux propos qui m'ont précédé vont être cohérents par rapport à ce que je vais essayer d'expliquer dans un temps très court. C'est que l'industrie, c'est principalement deux éléments. C'est de la volonté et du temps. S'il en manque un des deux, ça ne marche pas.
Effectivement, je peux utiliser ma propre expérience, mon expérience personnelle pour, disons, apporter un éclairage sur les besoins qu'une entreprise peut avoir dans un territoire et ce qu'elle peut offrir. Effectivement, j'ai commencé à travailler avec mon père dans une entreprise familiale en 1960, de mon grand-père, que mon grand-père a fondé à Gerland, à Lyon, en 2006. Et je suis devenu actionnaire et dirigeant de cette société en 2008, au printemps. 3 mois avant de prendre une très grosse claque, donc une perte de chiffre d'affaires de 35 à 40%, et surtout des clients qui sont morts. Parce que c'est ça, en fait, qui s'est passé en 2008-2009. Déjà, à l'époque, l'industrie avait déjà beaucoup baissé dans le poids économique, disons, de notre pays. Mais donc, c'est surtout les industriels qui l'ont vécu, cette crise. Mais elle a été vraiment tragique. Alors, je ne reviendrai pas sur les causes, ni pourquoi, ni comment, etc. Je pense que ce n'est pas le projet de mon propos. Par contre, il y a une chose qu'on ne peut pas oublier dans ces moments-là, et dans tout ce que nous vivons dans l'industrie, que mon voisin expliquera également, c'est que pour être entrepreneur, il faut avoir beaucoup de rationalité et beaucoup de conviction. Et il faut arriver à joindre ces deux choses qui peuvent paraître incohérentes au départ. Donc, ma conviction et celle de mon père et de ma mère, enfin, nous sommes trois actionnaires, ça a été de dire on reste dans Lyon, on reste dans notre historique. L'entreprise s'appelle Thermilion. Bon. Mais pourquoi est-ce que finalement on l'a fait? Pourquoi ça a réussi? C'est parce que d'abord, nous sommes tournés, bien entendu, nous sommes dans une équipe, nous sommes entourés de personnes qui font partie de la même équipe. Nous étions 72 personnes sur le site de Thermilion à cette époque-là. On a décidé de faire très peu de licenciements, mais par contre, de remettre en cause complètement, on a dû faire 4 licenciements pour tout vous dire, avec une baisse de 35% de chiffre d'affaires, c'est un choix un peu bizarre, mais en tout cas de revoir, de se poser les bonnes questions et de revoir totalement la stratégie de l'entreprise. Et donc en fait, ce qu'on en a retiré, la conclusion, c'est que nous avions des bonnes compétences techniques, mais pas les bons clients, et pas forcément la bonne façon de les servir. Et donc, on a mis sur le travail à peu près, il a fallu une quinzaine d'années, on va dire 10 années difficiles et 15 ans au total pour que l'entreprise renaisse vraiment et acquiert une nouvelle clientèle, quasiment entièrement. Je crois qu'il doit rester un client historique. Et cela est passé par le lien que nous avons avec nos collaborateurs, mais également avec notre environnement. Et donc, le lien avec l'environnement, le tissu social, ça va bien sûr de l'école, du lycée technique, de l'école d'ingénieur, évidemment, parce que dans ces cas, il faut investir dans la R&D. Il se trouve que nous sommes à Gerland, bon, on est allé visiter l'ENS, on est allé visiter, enfin, on a fait vraiment le lien avec tout l'écosystème. Et c'est ce qui nous a permis, en faisant de la recherche, de la mise au point de process, et en allant rechercher de nouveaux clients, en abandonnant certaines productions, en abandonnant certaines technologies. Le fait d'être dans un environnement qui est de plus en plus urbanisé a compté également dans le choix des technologies que nous avons fait. Technologies à base d'énergie plus électrique. On a abandonné principalement ce qui était avec des process avec du gaz de ville, des choses comme ça. On est sur des choses, on parle de choses très concrètes, mais je dirais que c'est parti d'abord d'une stratégie d'augmenter notre valeur ajoutée qui, dans le chiffre d'affaires, est passée, je pense, d'à peu près 40% à 65%. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons pu nous redévelopper. Et aujourd'hui, le site de Lyon est à moitié aéronautique. La moitié de notre production sert à fabriquer des avions, tout type d'avions, d'hélicoptères et autres. Donc le lien s'est fait grâce à nos organisations professionnelles. Le rôle de l'UMM dans un tissu local, industriel est très important, puisque l'UMM, c'est à peu près 50% des industries en France qui peuvent en être membres, c'est-à-dire qui sont dans le périmètre, puisque dès qu'il y a du métal quelque part, même si c'est de l'électronique par exemple, ça fait partie du rayon d'action. Donc du coup, à l'intérieur, on peut rencontrer plusieurs types de métiers. Donc quand on veut renouveler une entreprise industrielle et qu'il faut investir dans des machines, dans des automatismes, quand il faut faire de la productivité, de la qualité, du logiciel, il faut tout un environnement autour de soi, donc les écoles. Mais ça va bien entendu jusqu'aux besoins, je dirais, pour nos salariés, de place en crèche. Enfin, je veux dire, c'est vraiment hyper concret, mais c'est quelque chose de... Voilà. Ça fait partie, nous on offre des places en crèche à nos salariés, des choses comme ça. C'est des choses qu'on ne peut pas faire au milieu de nulle part.
Donc tout ce lien de recherche et développement, le lien avec les infrastructures. Après, nous, nos attentes sur l'environnement et les collectivités locales, c'est justement de ne pas se tromper d'enjeu. Je ne sais pas si je vous fais rire, j'ai l'impression que vous êtes un peu endormi, mais un jour, il y a une dizaine d'années, on avait absolument besoin d'une fibre optique qui était à 2 km. On avait à ce moment-là la mairie qu'on serinait tout le temps pour ça, quand est-ce qu'elle allait arriver dans la rue. Et ils ont refait le trottoir. Je suis désolé, le trottoir, j'en ai rien à faire pour le développement de mon entreprise, alors que le numérique, aujourd'hui, est primordial. Et donc, nous avons petit à petit, pendant cette période-là, retissé beaucoup de liens également, donc, dans les ordres professionnels, mais également grâce à la métropole et les territoires de l'industrie. On participe à la Fondation Élise, dont la mission, c'est de rapprocher les citoyens et citoyennes des industriels, pas que dans une optique, justement, de recrutement. Hein. C'est vraiment plus général, c'est pour avoir une place dans la discussion publique, pour être partie prenante de certaines décisions et être tout simplement connu et reconnu. Ensuite, les liens que l'on peut tisser avec d'autres entreprises sont très importantes. Et là, les pouvoirs publics, bien sûr, ont le devoir de nous mettre dans une situation favorable au niveau compétitivité, au niveau service, mais ils peuvent également favoriser donc, les liens, bon, comme avec la Fondation Élise, mais par exemple, par les banques, je pense à la BPI ou autre. Nous, mon entreprise a investi dans une start-up, par exemple, pour fabriquer de l'ammoniac vert. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé il y a même 5 ans. Donc, il y a vraiment une évolution des cultures qui est très importante. Et ça, je pense que faire le lien, c'est essentiel. Un mot sur les avantages à attendre d'une politique industrielle territorialisée et puis un mot sur les risques, les menaces associées au projet de développement industriel dans un milieu très dense tel qu'une métropole. Alors, les inconvénients d'un milieu dense dans une métropole, c'est vrai qu'il y a le problème des fonciers. Ça touche pas tous les types d'industries. Faut le dire. Il y a beaucoup de mes activités aujourd'hui qui sont dans mon usine que je pourrais mettre à l'étage d'un immeuble, hein, à la limite, je dirais vraiment. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans mon entreprise, à Thermillion, je pense que c'est le cas dans beaucoup, il y a eu un effet de développement, de baisse de ressources, d'utilisation, d'efficacité et de performance des matériels pour lesquels on travaille, qui fait que, par exemple, le poids de ce que nous traitons à Lyon a été divisé par 3 en 10 ans. Donc en fait, les besoins ont quand même beaucoup évolué. Il y a beaucoup d'industries, même moi qui suis considéré comme une industrie plutôt lourde, je consomme beaucoup d'énergie électrique, des gros matériels qui sont très chers, dans beaucoup d'investissements. En fait, les productions maintenant pour lesquelles nous travaillons sont quand même maintenant finalement assez légères. Beaucoup peuvent tenir dans un paquet qui passe par la poste. C'est impressionnant. Donc il faut aussi être conscient de l'évolution des besoins, des populations et de l'industrie générale. Après, sur les besoins, moi, c'est ce que je vous dis, on a aussi besoin de services qui soient compétitifs au sens où, effectivement, là, cette fibre optique, on l'a attendu 2 ans. Quoi. Aujourd'hui, ça paraît complètement dingue. Mais c'était avant. Je pense que c'était peut-être moins reconnu que le numérique était aussi important. Et puis, par contre, on a quand même à offrir, en dehors de salaires qui sont supérieurs à la moyenne, et également de trouver des débouchés pour des personnes qui ont des profils de Bac+5 et plus. Nous avons la possibilité d'apporter des solutions, à mon avis, aux populations dont leurs besoins, qui ont des besoins qui correspondent à ce qu'on peut proposer pour améliorer leur quotidien. Il y a beaucoup d'innovations sur des produits ou des services qui peuvent apporter beaucoup de confort, transition écologique, bien sûr, on en parle beaucoup. On peut regrouper beaucoup de nouveaux produits, de nouvelles productions dans ce domaine-là. C'est fabuleux. On faisait un petit peu d'humour en arrivant dans le bâtiment, parce que c'est la première fois que je venais dans ce siège des années 70. Oui, on peut faire beaucoup. Juste un mot par curiosité. Vos anciens clients dont vous vous êtes séparés, vous avez complètement renouvelé votre parc de clientèle, ils étaient dans quel domaine et ils sont devenus quoi? Ils ont disparu ou ils travaillent avec d'autres industriels? Alors, il y a un peu de tout.
Ce qu'on peut dire, c'est que aujourd'hui, le nombre d'entreprises de la mécanique que mon marché peut adresser, c'est à peu près 9000. Il y en a 4000 qui sont clientes. Donc je connais à peu près la moitié de la mécanique française. À l'époque, il y en avait plus de 11 ou 12 000. Donc il y a vraiment une disparition d'entreprises qui est claire et nette. Après, quel secteur? Beaucoup de biens d'investissement. Et quand on regarde notre balance commerciale, pour aller sur ce sujet-là, c'est le bien de production industrielle qui est aujourd'hui la source de notre déficit commercial en industrie, parce qu'on a un déficit de ce côté-là d'à peu près 40 milliards par an sur cette classe de produits. Et donc, en fait, j'ai constaté que c'était cohérent avec ce que j'observais, c'est que les clients qui ont disparu, malheureusement, sont ceux qui produisaient des biens d'investissement. Très bien. Alors, on vient et ils n'ont pas disparu en Allemagne, en Italie et ailleurs. C'est vraiment très spécifique à notre pays. On en vient à notre deuxième temps de cette table ronde. Quel dispositif d'action publique et quelle implication des acteurs? Comment s'assurer de la coopération des entreprises et des autres parties prenantes du territoire? On va peut-être commencer par vous, Madame la maire de Manchester, Bev Craig. Oui, merci. J'ai déjà parlé de l'activité et du public et du privé et de pouvoir donner une certitude à long terme. Cela est très important au Royaume-Uni, vu les défis politiques et économiques auxquels nous avons fait face récemment. Mais les mécanismes que nous utilisons et les personnes que nous impliquons, il y a deux questions un petit peu différentes. Alors tout d'abord, il y a un premier point, je l'ai déjà évoqué, nous voulons redéfinir à quoi ressemble la réindustrialisation dans le Grand Manchester. C'est pour ça que nous nous sommes embarqués avec un grand groupe de grands économiques, de grands entrepreneurs et d'entreprises pour guider cette politique. Maintenant, depuis le développement récent de Manchester, on a utilisé différents mécanismes à différents moments. Peut-être la façon la plus facile de décrire cela, il y a 10 à 15 ans, et surtout dans le contexte de la crise financière, on a dû faire beaucoup en tant que ville pour donner des incitations pour que les gens veuillent venir, de créer des partenariats avec le privé et de trouver une coopération publique-privée. Et cela était donc plus attrayant pour les entreprises. Aujourd'hui, par contre, il y a plus de demandes pour que les entreprises s'installent à Manchester. En tant que ville de Manchester, nous avons plus de pouvoir et de pouvoir envisager d'autres aspects et de ce qu'il nous faut de pouvoir connecter les gens aux compétences, que justement les entreprises pensent aux compétences et de parler de climat. Et il y a 10 ou 15 ans, on n'aurait pas pu demander cela en termes de confiance, cela auprès de nos partenaires privés. Lorsqu'on parle de partenariat, nous avons un nombre de structures, nous avons des associations qui existent et nous avons également des entreprises qui nous donnent des directives très précises par rapport au secteur d'intérêt ou des clients ou des pays intéressants. Nous avons une agence d'investissement dont l'un des représentants est avec moi aujourd'hui et qui nous a permis de cibler ce qu'on souhaitait attirer. La méthode d'une coopération publique-privée change dans le temps et cela change en fonction du secteur de la filière. Ce qui nous a fallu en termes de régénération, le développement du logement, des infrastructures et le développement. À un moment où le secteur public ne cessait de se rétrécir, il fallait qu'on compte sur ce que nos partenaires privés pouvaient nous apporter. Nous sommes rentrés
et dans des relations de JV, de joint venture, on a pu attirer des investissements directs depuis l'étranger, mais selon nos termes. On a été très clair par rapport aux capitaux, ce qu'on voulait, des investissements à long terme et quel serait le retour sur investissement pour eux. Nous avons eu d'autres exemples où nous avons été l'investisseur pour pouvoir sécuriser justement les sciences de la vie. En tant que municipalité, il nous a fallu être un co-investisseur. Il faut voir qu'est-ce qu'il faut pour votre ville à tel et tel moment. Où en êtes-vous dans votre parcours? Nous avons beaucoup de projets très intéressants pour les années à venir. Nous avons un district d'innovation qui a déjà reçu 2 milliards d'investissements pour sa reconstruction. Nous allons construire 15 000 nouveaux logements et de créer justement des emplois dans des quartiers plutôt qui étaient alarmants et plutôt pauvres. Et on demande à ce que ces compétences soient bien différentes par rapport à ce qui existe actuellement. Mais si on réfléchit maintenant au changement qui est justement entraîné par la ville, on ne peut le faire que si les citoyens sont avec nous. Et il ne faut surtout pas négliger non seulement ceux qui votent, mais ceux qui habitent déjà là. Je pense que les gens nous ont rejoints car ils ont vu qu'il y avait un parcours économique. On a relié le public et le privé à la création de l'emploi et de nouvelles opportunités. Il faut être parfaitement clair avec les citoyens. Les citoyens doivent avoir le sentiment qu'ils peuvent contribuer. Et enfin, ce que j'aimerais dire, c'est leur rôle d'assurer le leadership de ville à ville. Nous savons que les entreprises n'opèrent pas seulement au sein de limites nationales ou municipales. Et donc, il faut avoir de l'innovation avec un secteur industriel, des relations proches avec les citoyens pour expliquer où on va et de reconnaître que des nouveaux partenariats peuvent permettre de nouvelles idées et de l'innovation. Très bien, merci beaucoup. Emeline Baume, les grands axes d'intervention mis en œuvre par le Grand Lyon, la métropole de Lyon. Donc, comme je l'ai dit dans mon propos initial, la métropole de Lyon, elle porte une stratégie en faveur du maintien et du développement des activités productives du territoire qui repose sur 4 aspects, et je vais essayer à chaque fois d'illustrer très vite. Le premier aspect, c'est l'accueil, c'est se donner les moyens d'accompagner les entreprises qui sont sur le territoire dans leur croissance. C'est aussi se donner les moyens d'accueillir des jeunes entreprises innovantes qui sont créées par des étudiantes et étudiants qui sont dans les nombreuses écoles d'ingénieurs de notre territoire ou qui essaiment par le biais de Only Lyon & Co, l'ex-Aderly, qui a identifié des entreprises ailleurs sur d'autres territoires en Europe et qui les amènerait sur notre territoire pour compléter des chaînes de valeur. Dans l'accueil, je voudrais insister sur ce que Nadine l'a dit, on fait le choix d'appliquer le zéro artificialisation net et en même temps de garantir des capacités de croissance aux acteurs productifs du territoire. Alors, il n'y aura pas de gigafactory sur le territoire de la métropole de Lyon parce que vous ne connaissez pas de grandes friches industrielles sur notre territoire. Toutefois, Damien le dira peut-être, il y a des zones d'activité économique, des zones industrielles, des zones commerciales en mutation qui ne sont pas en intensité d'usage. Dit autrement, il y a éventuellement de grandes nappes de parking ou alors, comme l'a laissé sous-entendre Florent, il y a éventuellement un bâtiment et pas d'étage. Et pour cela, on a besoin de collectivités territoriales volontaires et qui portent sur le temps long des actions, alors c'est peut-être technique, hein, mais de remembrement, c'est-à-dire on achète du foncier déjà artificialisé et on permet à des entreprises soit de s'agrandir, soit de se poser à un endroit pour que pendant ce temps-là, on fasse des travaux à côté pour avoir un bâtiment plus dense, plus intense. Deuxième élément dans Lausanne, Juste pour bien comprendre, Symbio par exemple, c'est pas une gigafactory pour vous? Alors Symbio, alors non mais merci de le dire Jean-Pierre. Symbio, c'est un projet de l'ancien mandat. Il faut redonner à César ce qui est à César, qui est arrivé. Si
c'est... Enfin, non, pour moi, c'est pas une gigafactory, alors pour être clair. Voilà, pour moi, Symbiose, c'est posé à Saint-Fond, entre autres parce qu'il y a une super communauté, parce que j'aime pas dire le mot écosystème, mais il y a une super communauté en soutien à l'industrie dans un bassin de vie, Saint-Fond et la vallée de la chimie, où on a une habitude de travail en commun grâce, entre autres, à la mission Vallée de la chimie, et dans un territoire qui se donne les moyens avec un centre de formation d'aller chercher les habitantes et habitants pour que Symbiose puisse les embaucher. Mais en revanche, Symbiose, c'était du greenfield. Il n'y avait rien. Voilà. Ceci étant dit, on est dans un bassin, la vallée de la chimie, avec un PPRT, avec des activités Céveso, et donc des acteurs de la chimie ne peuvent, en gros, pour être caricatural, se poser que là. Et d'ailleurs, c'est ce que nous souhaitons. Et pour illustrer la suite de Symbio, pas Symbio en tant qu'organisation, mais de ce qui va se passer dans la vallée de la chimie, la métropole porte la sortie de terre d'un parc d'activités dédié aux acteurs de l'économie circulaire, qu'on appelle Circulise, sur la commune de Fézin, donc pas très loin de Symbio. Preuve que nous souhaitons continuer à intensifier l'accueil d'acteurs productifs sur notre territoire. Et je voulais juste, sur cette notion d'accueil, dire que le zéro artificialisation nette, c'est possible dès lors qu'on a des outils pour accompagner le maintien du foncier. Donc ça, c'est un outil de stratégie qui s'appelle, de planification, qui s'appelle le plan local d'urbanisme et d'habitat. C'est important pour les étudiantes et étudiants de le savoir. Là-dedans, vous pouvez définir des zonages productifs, et nous avons décidé de maintenir les zonages productifs, alors que par le passé, ces zonages productifs passaient vers du tertiaire ou de l'habitat, ce qui est beaucoup plus intéressant pour les investisseurs. Donc il faut aller parler aux investisseurs et leur montrer en quoi ils ont intérêt à investir sur du temps long. Deuxième élément, juste pour rassurer les locaux de l'étape, et il est dans la salle. En plus, on a un chef de projet qui a fait une grosse étude sur nos capacités d'accueil sur notre territoire, et on a identifié 29 sites productifs qui peuvent accueillir les besoins en croissance des acteurs productifs du territoire dans les 10 ans à venir. Donc, il n'y a pas de sujet sur le ZAN ici. Deuxième sujet, la transformation pour tenir collectivement les engagements Accords de Paris, pour faire très simple. Et là, on a toute une batterie d'éco-incitations. On a mis à peu près 2,5 millions sur la table pour accompagner avec des diagnostics, mais aussi avec l'achat de machines sur des questions de sobriété et efficacité énergétique, sobriété et efficacité en eau, sobriété et efficacité matière. Juste une illustration, parce qu'on est les seuls à le faire en France. On a sorti un programme dédié aux jeunes entreprises et aux entreprises en croissance sur les questions d'économie circulaire qui s'appelle Les Boucles. Et là, on va tester un deuxième programme avec l'ADEME, qui est l'agence de référence nationale, qu'on appelle le pivot circulaire, pour embarquer des industriels qui ont un modèle productif linéaire vers un modèle circulaire. Ils suivent 12 mois d'accompagnement. À la fin, ils ont ça. Troisième sujet, la reconnexion, on l'a dit avec Florent Lidé, c'est d'avoir des moments, des temps de dialogue avec les jeunes, avec les enseignants, mais aussi avec les habitants pour prendre soin de nos capacités productives et les faire muter. Complémentairement à Élise, il y a un lieu que vous pouvez aller voir qui s'appelle Indulo, qui est à Carré-de-Soie. On a pris l'objet pédale de vélo, mais l'idée, c'est de montrer comment on fabrique une pédale de vélo. Et là, toutes les classes peuvent y aller, toutes les structures avec des hommes et des femmes en insertion et toutes les familles. Je vous incite à le faire. Quatrième et dernier point de notre action en faveur du maintien et du développement des capacités productives, c'est la question de la coopération. La coopération au sein des chaînes de valeur, on en prend soin, on en a parlé avec Bess tout à l'heure, pour le secteur de la santé. On a un temps fort qui s'appelle les Bio-Tuesday, qui existait parce qu'on sait aussi garder ce qui fonctionnait des précédents mandats et dire bravo aux précédents mandats, il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Et les Bio-Tuesday, toute l'action en faveur des sciences du vivant et de la santé, on l'a gardé, et c'est important d'avoir ces temps et ces moments-là. On a un fonds d'amorçage industriel qui nous permet de coopérer avec un territoire voisin qui est Saint-Étienne Métropole et d'entrer au capital d'entreprise pendant longtemps, donc ce fameux temps long qu'invoquait Florent, pour permettre au moment de la phase de l'amorçage, qui n'est pas le moment de l'idéation, mais qui n'est pas non plus le moment de la croissance, un moment où les banques ne sont pas toujours au rendez-vous, d'être au rendez-vous. Et on est au capital de 8 entreprises, on ne le fait pas, on ne gagne pas d'argent, on n'en perd pas non plus, hein, c'est de l'argent public, c'est le vôtre. Mais l'idée, c'est d'accompagner sur du temps long des entreprises qui, sans nous, de toute façon, il est opéré par une structure qui s'appelle Déméter, ne pourraient pas répondre aux besoins des habitantes et habitants. Je termine là-dessus. Dans le sujet de la coopération, il y a aussi pouvoir
répondre aux besoins des habitantes et habitants, les besoins en santé, les besoins en alimentation, les besoins en mobilité. Et donc les entreprises qu'on accompagne, elles répondent à ces besoins-là. On teste même l'acceptabilité d'entrer au capital des boîtes auprès de collectifs d'habitants. C'est pour vous dire à quel point on va loin dans ce sujet d'essayer de reposer dans l'inconscient collectif la question des activités productives. Merci. Très bien, merci beaucoup Emeline Baume. J'ai oublié de vous le dire, bien sûr, vous pouvez poser vos questions. Hein. On va prendre ce temps d'échange tout à l'heure, avant la fin, à 15h30, qui sera vite là. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche, 07 67 84 64 67. N'hésitez pas, je les verrai apparaître sur la tablette et je pourrai les poser à nos intervenants. Nadine Levrato, une réaction sur ce que vous venez d'entendre à la fois de la part de la maire de Manchester et d'Emeline Baume. Oui, je crois qu'on a là deux exemples vraiment très représentatifs de ce que je commençais à évoquer tout à l'heure avec les politiques industrielles territorialement ancrées ou les place-based policies. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un mouvement de fond hein, qui révise en profondeur tout ce que l'on a pu apprendre, en tout cas pour ma génération, sur les politiques industrielles qui, à l'époque, étaient basées sur le fait qu'il fallait changer les structures puis les comportements pour modifier les trajectoires et les performances. Là, on est sur d'autres schémas d'action publique qui sont vraiment territorialement ancrés. Et pour ceux qui ont l'envie ou qui auraient la curiosité d'aller voir un petit peu ce que ça recouvre, on a désormais les plus grandes institutions internationales comme l'OCDE ou bien également au niveau de l'Union européenne, toute une littérature et la présentation d'exemples de ce type de politique. Alors, ces politiques territorialement ancrées, elles sont connues pour s'appliquer à différents domaines. Hein. D'abord, leur application à l'innovation avec la contribution d'économistes britanniques qui étaient à Birmingham puis Manchester aujourd'hui, Philippe McCann. C'est connu également pour l'ajustement du marché du travail. Ça s'applique au niveau environnemental. Et donc, on a toute une mouvance également qui montre la supériorité de ces politiques lorsqu'il s'agit de faire bifurquer des territoires entiers en matière de transition énergétique et industrielle. Alors, le point commun de ces politiques, c'est d'abord qu'elles se définissent et s'appliquent sur un territoire. Un territoire, qu'est-ce que c'est ? Le niveau idoine, ce sont ce qu'on appelle les territoires vécus. Alors la difficulté, c'est que ça ne s'incarne pas forcément dans des institutions publiques, hein, et c'est ce qui rend les choses très compliquées. On n'a pas d'institution qui représente ce territoire vécu. Alors pour l'INSEE appelle ça des zones d'emploi ou des bassins de vie, hein, là où résident et travaillent 60% de la population. Alors, ce sont des regroupements de PCI, de collectivités locales qui vont essayer de se regrouper pour coller au plus près des frontières de ce territoire vécu. Suivant l'objet d'application, eh bien, l'institution ou les institutions responsables peuvent être différentes. Ce peut être la région, ce peuvent être les EPCI, ce peut être les communes, ce qui va encore complexifier les choses, puisque en termes de gouvernance, il peut ne pas y avoir alignement, ne serait-ce que pour des simples raisons de coloration politique entre les différents niveaux, et il peut y avoir donc des formes de dissonance. Et on a parlé tout à l'heure de la coopération, hein, à plusieurs reprises, le terme est revenu, et je crois que c'est ce qui vraiment caractérise aussi la mise en œuvre de ces politiques, avec différents niveaux de coopération. Il y a toute une littérature aussi là-dessus. Coopération publique-public, bien sûr, pour des raisons de gouvernance et de mise en œuvre des politiques.
coopération publique-privée, c'est plus standard, et également coopération privé-privé, puisque les entreprises, les organisations qui représentent les entreprises ont leur rôle à jouer. Donc c'est vraiment de l'économie politique qu'on fait à travers ce genre d'action publique, avec reconnaissance des institutions, reconnaissance des parties prenantes et également des modèles économiques sous-jacents qui peuvent être assez complexes. Très bien. Merci beaucoup, Nadine Levrato. Damien Parisien, patron de Benta à Lyon. D'abord, peut-être rappeler l'entreprise, ce que vous faites. Vous êtes dans un secteur qui a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps. Et puis, comment est-ce que vous participez à l'écosystème local? Et puis, quelles sont justement vos attentes par rapport aux politiques publiques locales? Oui, exactement. Alors nous, on est laboratoire pharmaceutique français et sous-traitant pharmaceutique. Alors, c'est deux piliers que nous avons dans notre site industriel qui est situé à Saint-Genis-Laval, dans la métropole. Tout d'abord, on a nos propres produits, parce que notre ADN, c'est de pouvoir apporter une réponse à la baisse des tensions d'approvisionnement sur le marché, sur des molécules d'immatures qu'on entend un peu dans la presse, un petit peu de nos jours, sur des molécules type générique, puisque nous, on est génériqueur. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que le pharmacien d'officine passe du temps à faire du conseil aux patients et puis pas à chercher des boîtes pour ces patients. Donc ça, c'est notre premier ADN. Le deuxième ADN, c'est de faire de la sous-traitance pour d'autres laboratoires dans notre usine, puisque c'est une usine, alors historiquement, que nous avons repris à la barre du tribunal en 2020. En fait, c'était une usine qui était à l'époque, en plus en pleine période Covid, vouée à la fermeture, en fait, suite au précédent propriétaire qui avait décidé de retirer toute l'activité et de fermer cette usine. Donc nous, on l'a repris, et on l'a repris grâce à l'ensemble des politiques à la fois locales, de la métropole, de la mairie, de l'État, pour aider à avoir du temps long, ce que l'on disait, c'est avoir un peu de temps, c'est-à-dire qu'on avait repris 117 salariés à cette époque-là, dont la majorité était en activité partielle, en chômage partiel, et d'avoir du temps pour pouvoir réindustrialiser, remettre de l'activité dans cette usine, ce que nous avons fait. Et maintenant, on est très contents, parce qu'on a 127 collaborateurs en CDI à temps complet, et puis une vingtaine de recrutements en cours. Et donc, c'est justement, nous, cet aspect-là, c'est participer au temps long et avec la volonté. C'est la deuxième chose aussi que j'aime bien, parce que si on veut, on peut. Je crois qu'on a un bon exemple. Si on veut réindustrialiser en France, nous pouvons. On peut, nous, en tant qu'entreprise, en tant que salariés de Benta Lyon, avec l'aide de la métropole, des autorités locales et de l'État, mais c'est aussi tout le monde, puisque derrière ça, c'est finalement une action citoyenne, finalement, parce que prendre du circuit court, aller prendre nos produits en pharmacie sur la région lyonnaise, c'est en même temps aider à cette réindustrialisation, puisque chacun en est finalement assez acteur. Alors après, une autre question sur qu'est-ce que l'on attend aussi. Nous, on est en phase de croissance. Donc, phase de croissance, basiquement, ça veut dire qu'on doit recruter de nouveaux collaborateurs. Pour recruter de nouveaux collaborateurs, qu'est-ce qu'il faut? Qu'ils puissent arriver à l'usine. Donc, il faut des transports. Il faut qu'ils aient des trajectoires de vélo, de métro, des bus, qui puissent venir facilement, puisqu'on est sur plus des opérations qui se font en 2-8, donc équipe du matin, d'après-midi. Donc il faut aussi être sur ces horaires-là. Donc c'est extrêmement basique. Il faut aussi que ces personnes-là aient de la formation dans notre métier, dans l'industrie pharmaceutique. Donc c'est aussi aller aider toutes les filières qui sont autour de nous à faire ce choix, puisque l'industrie, c'est pas un gros mot. L'industrie, c'est pas comme on peut l'avoir dans certaines pensées très répétitives, etc. C'est diversifié au quotidien dans des endroits, en plus, dans notre activité très propre. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et assez excitant, je dirais, pour les personnes qui travaillent à ça. Et puis on a cette responsabilité entre guillemets sociale sur le monde de la santé, puisqu'en fait on fait quelque chose qui contribue à chacun d'entre nous et qui fait du bien à tout le monde. Justement, comment Benta contribue à l'objectif de renforcement de l'écosystème industriel local? Nous, clairement, alors à la fois on a un très grand parc qui, pour ceux qui se sont passés vers chez nous, c'est 16 hectares avec 9 bâtiments, avec beaucoup de verdure, donc un lieu très intéressant. Donc on a l'objectif, et en partenariat notamment avec la métropole, de regarder comment on peut accueillir d'autres entreprises dans le domaine de la santé pour pouvoir justement diversifier cette partie-là. Nous, on le fait à travers des partenariats en termes de sous-traitance, en
internalisant déjà des activités pour d'autres. Hein. On le fait pour certains de nos confrères. Mais du coup, essayer de le faire un peu plus largement parce qu'on a ce foncier qui est disponible et on a des perspectives de pouvoir industrialiser tout en étant en étant proche de Lyon, mais un petit peu excentré, donc du coup d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir développer. Très bien. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On les attend et on sera prêt à les poser à nos intervenants. Est-ce qu'il y a des souhaits de rebondir par rapport à ce que vous avez pu entendre les uns les autres Oui. Florent Lemonnier. Je crois que Mme Nadine Nevrato a une grande expérience de la recherche sur les PME et les territoires. Il y a un mot on parle aujourd'hui de politique publique. Donc effectivement, moi je n'aime pas les subventions. Par contre, j'aime la concurrence. Et la concurrence, la bonne concurrence. La bonne concurrence, c'est de la concurrence qui respecte les mêmes règles. Donc la subvention est une distorsion de concurrence. C'est factuel. Maintenant, il nous faut quand même des services compétitifs. Et que le terme compétitif ne parle pas forcément d'argent. Ça veut dire que le niveau des écoles doit doit arrêter de baisser, quoi, déjà. Et puis, pourrait remonter, ce serait pas mal. Nous, évidemment, dans notre profession, nous avons à l'UMM un centre de formation pour les formations continues, pour les formations, je dirais, certaines CQPM, enfin, certaines qualifications. Donc, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Mais globalement, on a quand même les difficultés que nous rencontrons pour nous développer, elles sont aussi liées à notre environnement. Voilà. Et notre environnement, c'est aussi les écoles, c'est aussi... bien entendu, nous avons à Lyon une ZFE, comme dans toutes les métropoles françaises. Bon, il faut quand même que les camions puissent transporter les biens que nous produisons, puisque nous sommes dans l'industrie. Ça ne peut pas passer par la fibre optique que maintenant nous avons. Mais c'est un tout, quoi. Voilà. Mais la subvention, complètement d'accord, c'est pas une bonne façon de voir les choses. En général, ce qui est subventionné, c'est que c'est pas rentable au départ dans le business plan, et donc ça a beaucoup de chances de tomber en désuétude. Oui, Émilie Baume. En revanche, pour compléter et pour illustrer ce qu'amenait Florent grâce à l'intervention de Nadine, c'est plutôt que de subventionner, c'est de créer en fait les conditions de. Je prends un exemple. Nous, la métropole de Lyon, on passe beaucoup de temps à essayer de créer, et c'est pas forcément très simple dans les bilans comptables, les conditions de la mutualisation d'outils de production. Hier matin encore, dans le cadre d'un comité des industriels, on en a parlé avec des industriels très différents. Peut-être que certaines et certains ont en tête des concepts qui passent très bien quand on les apprend à l'école ou à l'université. Je pense à l'écologie industrielle et territoriale, l'écologie de la coopération. Tout ça, c'est super, hein. Je suis une de celles qui le défend beaucoup. Après, arriver à partager de la vapeur, de la chaleur, arriver à partager des fours, il faut créer les conditions de la rencontre, de la reconnaissance, de la confiance. Et souvent, les territoires, quelle que soit la maille, que ce soit la mairie, l'intercommunalité, la métropole, la région, de mon point de vue, une de ses responsabilités, c'est de créer ces espaces de rencontre et de confiance et d'identifier les capacités de mutualisation. Rien que ça, c'est beaucoup pour maintenir et développer les activités productives sur nos territoires et sur la diversité de nos territoires. Oui, Damien Parisien et Nadine Nevrato après. Et en complément, hein, sur l'écologie, et dans notre métier, la santé, hein, ce qui est assez marquant, c'est en France, lorsqu'on prend un médicament qui est fabriqué en France par rapport à un médicament qui est fabriqué à l'étranger, c'est 40% de CO2 en moins sur le médicament. Ne serait-ce que ça, à process équivalent. Donc, la meilleure façon de faire, c'est consommer local, consommer français. Oui, Nadine Nevrato. Non, ce qui vient d'être dit de manière générale est vraiment important et je crois qu'on n'insiste pas assez sur ce point-là. Il y a quelques années, il y avait vraiment la mode des métropoles qui consistait à dire faisons gros,
parce que le fait de mettre plein de monde différents les uns à côté des autres crée des économies externes d'agglomération et donc favorise les gains de productivité. Et donc on entassé, passez-moi l'expression, hein, mais il fallait entasser des entreprises, des personnes pour faire gros. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que la proximité géographique, elle est peut-être nécessaire, mais elle est loin d'être suffisante. Et que s'il n'y a pas des politiques publiques pour activer la proximité et faire en sorte que la coexistence sur un territoire se traduise par de la coopération, eh bien ça ne suffit pas. Voilà. D'où la réhabilitation aussi des politiques publiques par rapport aux mécanismes d'économie externe d'agglomération, comme disent les économistes. Oui, bien sûr. Et j'insiste, parce que les GECO, ça sert à ça aussi. On l'a dit dans la conférence d'introduction ce matin avec la Banque de France, avec Pascal Lemairer. En fait, toute la difficulté, et merci Florent d'avoir insisté là-dessus, c'est que là, par exemple, moi, je parle en qualité d'élu local. J'ai un début et une fin de vie en tant qu'élu local. Hein. On est arrivé en juillet 2020 en responsabilité. Le mandat se termine au printemps 26. 6 ans, c'est très court. Et donc, toute la difficulté, c'est de poser des politiques publiques dont on sait, en tout cas, qu'elles ne pourront pas être détricotées rapidement pour donner une visibilité aux acteurs industriels du territoire. Alors, il se trouve que malgré les différences de couleurs politiques, on a des objets en commun quand même. Et quand même, la question du productif et de l'industriel est quelque chose qui est relativement commun à la plupart des mouvements politiques. Après, on n'a pas tous les mêmes outils et les mêmes caps, mais je voulais insister aussi sur cette difficulté qu'ont les acteurs locaux, les politiques publiques locales, c'est que ce sont nécessairement des politiques locales de courte vue si elles ne se basent que sur le mandat de leur élu. Donc on jongle un peu avec temps court, temps long, et je voulais l'indiquer parce que j'en ai pleinement conscience et je pense que Bruno Bernard en a pleinement conscience, et c'est pour ça qu'on investit dans les agences d'urbanisme, dans l'agence de développement économique avec des feuilles de route communes, qu'on travaille les documents de planification tels que le PLUH, et on aimerait bien que ce soit visible dans des documents un peu plus hauts type SRADET. Et c'est très jargonneux pour vous, mais c'est important en fait qu'on grave dans le marbre ce genre d'activité. Bev Craig et puis Florent Monnier après. Merci. C'était juste au sujet de la densité, de l'agglomération et le bon niveau sur lequel on va fondre sa politique. À Manchester, notre croissance vient du fait que c'est bien de densifier si on le fait correctement, si on met tout ce qu'il nous faut pour qu'une grande région fonctionne. On va accroître la densité dans le centre. Et ça, je le dis, les villes britanniques sont moins denses. 20 ans, aucune personne au-delà de villes de 500 personnes habitées justement dans les grandes villes. On est un peu différent au Royaume-Uni par rapport à ailleurs. Par contre, si nous, on parle de l'adaptation au climat, si on parle de la réduction des émissions de CO2, les villes et les agglomérations de haute densité permettent d'accorder des ressources à autre chose. Comment gérer cette tension où vous avez justement un foncier limité? Est-ce que vous allez continuer à développer votre économie? Est-ce qu'on va donner plus de place à l'industrie? Comment trouver l'équilibre par rapport aux besoins de logement et notre vue de densité? Et est-ce qu'il faut avoir des bâtiments de grande hauteur? Si on va peut-être ajouter 70 000 mètres carrés, on pourrait le faire que de le faire en hauteur, mais il faut reconnaître que grâce à des réflexions profondes, on peut faire en sorte que l'agglomération et sa densité peuvent réussir. Mais ça veut dire que la géographie doit se contenter de... il n'y a pas forcément autant d'emplois à disposition, mais ils doivent être prêts de voyager pendant 15 minutes ou 20 minutes pour trouver un emploi. Voilà. Florent Monnier, puis j'ai une question qui est arrivée.
il y a un moment donné dans la discussion, vous avez abordé, enfin je crois que c'est Emeline qui a abordé la question du retour sur investissement, entre guillemets, la collecte de l'impôt, le lien entre les taxes locales et les budgets, etc. Alors là, je vais faire part deux observations. Donc, nous travaillons pour l'aéronautique, tu travailles pour le médical. Quand on est face à des process qui sont essentiels pour nous, justement, on met en place des process. La Constitution nationale, la Constitution de la France, c'est un process finalement. Et dans ce process, on s'oblige à faire des choses que l'on respecte. Et quand elles sont bien écrites, quand on a marqué dans nos process internes en qualité que, avant de libérer une pièce, on va quand même faire relire ce document par une autre personne, et on le fait systématiquement, et on n'en déplaire pas, parce qu'on le fait, eh bien, on évite les problèmes. Et je pense qu'on manque au niveau de notre organisation. Mais je dirais, parce que vous avez abordé un petit peu la question tout à l'heure, le lieu de vie n'est pas forcément... Enfin, on peut travailler dans la métropole sans y vivre. Il y a le bassin d'emploi qui est une autre façon de voir la population. Ça existe, hein, on a des comités de bassin d'emploi. Vous avez pour chacune des ressources quasiment d'un territoire un comité. Donc, il y a des comités de l'eau, il y a des comités... Enfin, il y a pour tout. Hein. Donc, si vous faites la liste... Vous êtes peu placé que moi, parce que si vous êtes étudiant ou si c'est votre sujet d'étude. En fait, là, ça manque de lien et de simplicité. Donc, je pense qu'il y a un problème de process. Et puis, il y a un deuxième problème que vous avez soulevé, donc, c'est de mettre un lien entre l'objectif et le décideur. Donc, effectivement, quand vous enlevez le lien financier entre l'entreprise qui paye ses impôts, et on en paye, rassurez-vous, on en paye énormément. Et d'ailleurs, bon, c'est une petite aparté, mais rajouter des charges sociales ou des impôts, ça n'a jamais créé de l'activité. En tout cas, pour les entreprises qui les payent. Donc, quand on coupe ce lien, on parle du lien aussi entre les habitants et la taxe d'habitation et le décideur. Hein. Quand on coupe le lien entre le décideur et finalement celui qui supporte les décisions, eh bien, on va à la catastrophe démocratique. Alors, et ça, dans les entreprises, on a des mécanismes. On y a beaucoup travaillé. C'est pas très compliqué, mais par contre, il faut le faire. Deux questions. Est-ce qu'il n'y aurait pas une asymétrie d'information entre le secteur public et privé? Parce qu'à entendre les discussions, les industriels ont toujours une longueur d'avance sur le public et ils se frustrent du fait que le public n'aille pas aussi rapidement qu'eux. Emeline Baume, est-ce que vous avez une réaction là-dessus? Moi, j'ai envie de répondre un peu ce que vient de dire Florence, c'est-à-dire qu'il faut, je reformule, pour que le secteur public au sens large du terme et le secteur privé puissent être efficaces ensemble, en fait, il faut qu'ils aient des moyens de dialoguer ensemble et qu'ils soient en lien de façon équitable, enfin, juste. Voilà, c'est-à-dire que ce qui n'est pas très clair, alors je suis désolée, je suis vice-présidente à l'économie, mais je n'ai pas fait ça toute ma vie. Et surtout, plus jeune, je n'ai pas forcément tracé tous les propos de tous les précédents ministres de l'économie, mais je pense qu'on aurait, c'est peut-être un peu ce que Florent a voulu dire, on aurait besoin d'un cap clair de décideurs nationaux, européens et territoriaux sur la question économique, tout simplement. Et je l'ai dit assez spontanément dans mon introduction, pourtant je ne suis pas issue d'une famille d'industrieux, je suis issue d'une famille de paysans. Mais je pense que c'est important pour chacune et chacun de trouver sa place dans la société. Et quand on a la chance d'être dans un pays dit démocratique, un territoire dit riche, malgré les fortes inégalités, et on aurait aussi besoin d'entendre régulièrement un discours autour de ce que moi, en tant qu'individu, je peux apporter à la société, ce qu'en retour la société m'apporte. Nous, c'est le principe de redistribution. Et donc, si tout le monde avait ce discours-là, alors on aurait un dialogue fluide et aisé. Constamment là, on a des à-coups, c'est-à-dire que parfois, on se fait croire des choses nationalement sur la compétitivité. Parfois, on se fait peur collectivement en soutenant une filière et pas une autre. Parfois, enfin, voilà, c'est pas évident. Autre question, la problématique, même si le mandat est court, c'est que chaque décision est très, voire trop longue. Ne faudrait-il pas que le mode de décision soit plus court? À chaque élection, on change les têtes, mais les administrations restent les mêmes, sont les mêmes. Le système est trop lourd. Je ne suis pas sûre. Enfin, pour prendre le cas d'usage de la métropole de Lyon, on n'est pas très
très lent dans la prise de décision, on est même plutôt rapide. Pour être très transparente sur ces sujets activité productive, quand je suis arrivée en responsabilité dans la délégation que j'ai, il y avait déjà un pré-travail de programme sur le soutien à l'industrie productive et on a juste étoffé ce programme, donc on ne l'a pas arrêté. Et je pense qu'en fait ce qui change c'est le discours et le temps démocratique, il n'est pas si long que ça. De mon point de vue, j'insiste moi lourdement, je pense que ce qui est lent et long, c'est que chacune dans son quotidien mesure en fait l'impact des décideurs, que ce soit à l'échelle communale, intercommunale, régionale, nationale. Et c'est ça qui donne peut-être l'impression aux habitantes et habitants que c'est du temps long. Après, si on parle de faire sortir de terre des bâtiments, oui, il y a des études 4 saisons, oui, il y a des... Alors ça... Vous faites face à une élue écologiste, je suis désolée, mais c'est normal d'étudier l'impact, c'est là que Florent rigole, mais c'est normal d'étudier finement l'impact de l'arrivée de telle ou telle activité dans telle ou telle commune ou dans tel ou tel quartier. Pourquoi ? Parce qu'on est redevable devant vous, et devant vous, on doit être capable de dire il y aura plus de camions, il y aura moins de camions, il y aura plus de poussière, il y aura moins de bruit, et c'est ce que Florent amenait sur le sujet de la zone à faible émission. C'est vrai que mesurer l'impact des décisions public, c'est vital en fait, et ça doit être, de mon point de vue, opposable. Et c'est ce qui manque dans notre démocratie. Mais là, il faudrait qu'on dise au GECO de faire une conférence économie et démocratie. Comment c'est possible ? Alors, ça sera pour l'an prochain peut-être. Une question pour Florent Monnier. Selon vous, si les impôts ne créent pas de richesse, quel serait le PIB de la France sans la dépense publique ? Alors, ouais, là, il faudrait me laisser plus de temps. En fait, l'activité publique existe pour fournir des services qui ont une certaine valeur et qui ont beaucoup de valeur et qui sont indispensables. Après, la question, c'est déjà de son efficacité. Ça, quand on paye de l'impôt, on a le droit d'avoir une mesure d'efficacité de ce qu'on paye. Bon, voilà. Donc nous, dans les entreprises, en fait, nous sommes en concurrence. Comme je l'ai dit, j'aime la concurrence. Et il y a des acteurs qui sont publics, qui sont plutôt à l'abri de la concurrence d'un point de vue purement institutionnel. Je peux pas choisir de passer sur un autre parlement. Je peux pas choisir. Bon, hein, donc ça n'est pas de mon ressort, malheureusement. Enfin, pas malheureusement d'ailleurs, parce que je suis très bien en France et j'adore mon pays. Et j'essaye au mieux de développer l'industrie et développer son rayonnement, y compris à l'international. Mais je constate que malheureusement, moi je suis pour l'amélioration continue. Dans mon entreprise, c'est ce que je prône, quel que soit le niveau des personnes, c'est comment ils peuvent s'améliorer, comment leur vie peut devenir plus confortable au travail, je cherche des solutions, voilà quoi. Voilà. Et quand je vois que malheureusement il y a des niveaux qui baissent dans les réponses qu'on nous apporte, que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau parfois tout simplement, des gens comme Enedis qui n'ont pas de numéro de téléphone. Je veux dire, les alimentations électriques aujourd'hui qui ont été séparées d'EDF ne sont pas en contact avec le public, ils ne veulent pas répondre au téléphone, donc ils ne donnent pas de numéro. On attend des réponses à des emails, des fois indéfiniment. Je veux dire, ce n'est pas des choses qui sont entendables quand on est face à la concurrence internationale, qu'on vous met en face de vous des prix chinois tous les 5 matins ou des prix italiens, et que je suis désolé, mais le concitoyen qui va acheter son produit ou qui va acheter sa voiture ou qui va acheter son paracétamol à la pharmacie, il va choisir en fonction de ça. Ou alors d'autres critères différenciants. Donc ça, c'est mon métier, votre métier, c'est de se différencier de la concurrence pour avoir des clients. Bon, on a besoin d'aide. On n'a pas besoin, malheureusement, que le niveau... aujourd'hui, on fait des tests de français à l'entrée dans notre société, quasiment systématiquement, des tests de mathématiques. Je suis désolé, mais non, ça ne va pas. Ça ne peut pas être acceptable. Une dernière question, enfin, avant-dernière. Monsieur Monnier, est-ce que les industriels n'auraient pas intérêt à s'allier pour créer des écoles privées afin de former dès le départ des futurs employés de qualité ? Ça existe. Bon. Écoles de production. Voilà, les écoles de production. Bon, il
Il y a les écoles aussi, il faut le dire, des UMM qui existent depuis très longtemps. Bon, mais et on a des très bonnes écoles aussi publiques, hein, on est bien d'accord, et on peut échanger avec elles. On a tissé un lien important avec beaucoup de lycées, qu'ils soient professionnels ou pas, et des écoles, bien sûr. Et d'ailleurs, les entreprises sont souvent au conseil d'administration un certain nombre d'écoles. Il ne faut pas l'oublier. Non. On fait des choses. Il y a des actes. Il n'y a pas de voilà. Je faisais une observation sur le niveau des impôts parce que moi, je suis dans un métier où on est en concurrence internationale, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Alors, dernière question, remarque, et ça fera lien avec Manchester. Ne pourrait-on pas faire comme nos chers voisins anglais, un grand musée sur l'histoire de l'industrie à Lyon et sa région, afin de former les générations futures et d'éviter les erreurs déjà commises. Et un peu plus loin, cette même personne rajoute « Je rajouterai un musée à faible coût, pas comme un autre, point de suspension, en s'inspirant humblement des excellents musées industriels anglais. » Bonne idée, faire un musée? Je suis... On partage énormément de choses. Je vois beaucoup de choses en commun. Au Royaume-Uni, on parle toujours de taxes, d'impôts, des services publics. Nous avons également un bâtiment très cher que nous avons construit pour la culture, ainsi qu'un musée pour l'industrie. Donc, ma remarque finale. C'était agréable de vous inquiéter. Tout ce que j'entends les entreprises me dire au Royaume-Uni, c'est exactement ce que j'entends aujourd'hui. Très bien. Eh bien, merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat qui était passionnant, hein, sur les cas comparés en termes d'industrie de Lyon et de Manchester. Très bonne journée de l'économie. Ça se poursuit cet après-midi, demain et après-demain. Merci à tous d'être venus pour cette conférence. Merci.